Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est le grand jour. Après 6 mois d'attente longue et une magnifique saison régulière, parce que oui, il faut le dire, on a eu le droit à une saison régulière extraordinaire. On arrive sur le plus beau moment de la saison, les playoffs. Et pour ce faire, pour vous faire une petite analyse preview de ce premier tour de playoffs à l'Est, dans un premier temps, j'ai la chance d'avoir mon Shai avec moi de l'équipe Basket Session River. Salut Shai, comment tu vas? Salut, ça va très, très bien et toi? J'imagine qu'on est tous aussi excités par le début des playoffs. Les saisons sont toujours un peu longues avec l'âge, on les trouve de plus en plus longues, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques intrigues de fin de saison assez sympas quand même. Ouais, on a eu des trucs sympas, on a eu des trucs vraiment sympas, que ce soit, sur et en dehors des terrains. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé au niveau des trades d'un certain Nico Harrison. C'est un peu la gimmick de la deuxième partie de saison, mais on aime bien à chaque fois lui faire une petite dédicace. Mais c'est vrai qu'on a eu une très, très belle saison. Vous avez pu nous la faire vivre, vous, sur Basket Session et River, sur que ce soit en podcast, sur les réseaux sociaux, avec tous les MOOC qui sont sortis aussi cette année. Donc vraiment, vraiment cool. Moi, j'aurai la chance d'être, au Grand Rex demain. Cette vidéo sort vendredi, donc demain soir, je serai au Grand Rex pour le premier tour des playoffs. Et je te propose, Shai, en ce sens, qu'on se fasse une sorte de petite preview globale des premières séries de la conférence Est. Au moment où on tourne, on n'a pas eu le dernier tour du play-in, donc on n'a pas eu ce, Heat Hawks que tout le monde attend avec impatience, qui, aura la chance d'aller détrôner et faire tomber, les grands Cleveland Cavaliers. Non, blague à part. Écoute, déjà, on va y aller direct. Sur ce match de play-in, qui tu vois le prendre? Je j'ai pas changé d'idée après les premiers matchs, de barrage là. Je pense que Miami, est au-dessus d'Atlanta, plus d'expérience. C'est peut-être le match, d'Atlanta, le match précédent d'Atlanta m'a un peu peut-être, déchauffé. Je m'attendais à plus de panache. Ouais. C'est un contexte particulier, toujours un match en one shot comme ça et je pense que l'expérience de Miami avec des joueurs qui ont joué des finales NBA il y a pas si longtemps, quand même, ça devrait le faire. Je les ai trouvés, assez sereins, contre Chicago et je pense que ça devrait se répéter là. Par contre, j'espère qu'on verra, un bon dernier match peut-être pour Zaccharie Risacher et qu'il y aura un peu plus de suspense surtout que sur les premiers matchs de play-in parce que c'était quand même des purges en termes de suspense pour les spectateurs neutres. C'est vrai que c'était compliqué. On rappelle victoire du 8 contre les Bulls. Ça a été une avalanche, avec un Tyler Herro, en mode franchise player. Tyler Herro qui nous sort une saison intéressante, vraiment une saison de All-Star. On attendait sa progression et elle est là. Donc c'est vrai qu'on peut envisager sur un match de play-in où les Hawks, qui l'ont perdu un peu salement contre Orlando, avec l'exclusion de Trae Young à la fin pour une deuxième technique qu'il est allé chercher. Zach qui était passé un petit peu à côté de son match, un contexte difficile, mais je te rejoins, je donne l'avantage au Heat sur cette confrontation, ce match sec. Plus d'expérience, un roster qui semble quand même un peu plus fort. Donc voilà. On sait que tout peut se jouer sur un match. Trae Young aime ce genre de confrontation de play-in, mais mais ouais, je te rejoins. Petit avantage pour le Heat. Le Heat qui, du coup, irait jouer pour ce premier tour de play-off de la conférence Est, le numéro 1, les Cleveland Cavaliers, qui ont terminé cette saison régulière avec 64 victoires et 18 défaites. 1re saison sous l'ère Kenny Atkinson, avec le développement d'Evan Mobley, avec un duo Garland-Mitchell qui a été quand même assez intéressant. Mitchell qui a pris un petit peu de recul, plus en mode gestionnaire, leader de terrain. Donc vraiment, lui aussi, on sent qu'il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Des ajustements, un DeAndre Hunter, pardon, un, j'ai oublié le nom d'Atlanta qui a signé à la trade deadline, Hunter? DeAndre Hunter, Ouais, ouais, c'est ça, DeAndre Hunter? c'est bien, tu Et avais je ça, ouais, tu Ouais, l'avais. ouais, c'est ça. Qui en provenance des Hawks, donc vraiment ce profil dont tu avais besoin, finalement, Cleveland sur ce poste de 3-4, enfin plutôt 3, scoreur, gros défenseur. Hem, on va pas se cacher, on va pas passer énormément de temps, je pense, sur cette série. Globalement, pour toi, est-ce qu'il y a un monde où le Heat réalise l'upset? Ce serait un tremblement de terre parce que Cleveland vient de sortir d'une saison, exceptionnelle et j'ai quand même du mal à le voir. Par contre, il faut évidemment s'en méfier. Je vois pas on en parlera après peut-être du pronostic. Je vois pas un sweep, une humiliation, il y a quand Ouais. même des joueurs, les Tyler Herro, Bam Adebayo et autres qui sont encore là, même Andrew Wiggins. C'est coaché par Erik Spoelstra. Je peux pas imaginer que ce soit, vraiment 4 matchs,
4 cavaliers seuls, sans mauvais jeu de mots. Mmh. Je pense vraiment que Miami saura se défendre. C'est typiquement l'équipe qui va se défendre et qui peut prendre un match, 2 matchs peut-être. Mais logiquement, les Cavs, avec ce qu'on a vu cette saison, pour toutes les raisons que tu as évoquées, le jeu, assez enthousiasmant qu'a réussi à leur faire développer Atkinson, qui va être coach de l'année, c'est pas un enfin, je veux dire, c'est pas du tout un mystère avec ce qu'il a réussi à faire avec un effectif, très similaire à celui de l'an dernier. Je vois pas, non, ce serait, cataclysmique que les Cavs perdent d'entrée. Même avec, une blessure d'un joueur important, ils sont théoriquement au-dessus du Heat, qui est sur une, voilà, sur une pente logiquement, descendante avec le départ de Butler et qui est en semi-reconstruction. Donc, des matchs un petit peu serrés parce que c'est l'identité du Heat et qu'ils vont réussir à en pourrir quelques-uns, je pense. Ouais. Un upset, non, je serais sidéré, vraiment. Je comprends et puis ça s'entend. C'est vrai qu'on n'attendait pas les Cavs à ce niveau-là et une telle régularité sur la saison. Il y a eu des séries de victoires historiques. Il y a un bilan à plus de 60 victoires, ce qui n'avait pas été le cas depuis le départ d'un certain LeBron James. Tu sens, comme tu l'as dit, avec un Kenny Atkinson qui a mis des choses en place, qui a réussi à trouver une réelle alchimie, je trouve, entre ce duo Mobley-Allen. On avait beaucoup de Mmh. doutes l'an passé et peut-être que par la suite de ces playoffs, il faudra peut-être réajuster. On verra par la suite, mais c'est sûr que sur ce premier tour, contre le Heat, tu sens que les Cavs arrivent quand même en bombant le torse et ça semble logique. Tu sors d'une saison magnifique et en même temps, j'ai envie de te dire, s'il y a bien une équipe un peu un peu casse-gueule pour ces Cavs, pour ces jeunes Cavs, tu vois? À la limite, si c'était Boston qui avait joué Miami, franchement, je pense qu'il y aurait pas eu trop de débat. Là, je me demande si le Heat n'est pas potentiellement des 4 équipes de play-in, la pire équipe à jouer pour les Cavs. Mmh. Dans le sens où tu l'as dit, il y a du Spoelstra, donc il y a de l'expérience au coaching, là où Atkinson aurait potentiellement pu avoir, l'ascendant psychologique et même tactico-technique sur les autres coachs du play-in. Là, tu as Spo en face, tu as des joueurs expérimentés, tu as du Bam Adebayo, du Andrew Wiggins, du Tyler Herro, à voir comment l'alchimie peut aller sur une série. Moi, je te rejoins, je crois pas trop en l'upset. Après, comme je le dis, je le maintiens, je pense que c'est peut-être la moins bonne série potentielle pour les Cavs de ce play-in, de se farcir ce Heat qui termine 10e, une saison encore hyper irrégulière, où il y a eu un gros trade, le trade de Jimmy Butler, ce qui est pas anodin. Hem, mais ouais, je sais pas. En fait, c'est toujours complexe de parier contre Erik Spoelstra, je trouve, en playoff. Toujours, Ouais, c'est mais bon, là quand même, ça semble plus logique. Il va c'est mmh, pour ça que je vois des matchs disputés, un match où on va se dire: «Putain, ils l'ont pris, bien joué tactiquement, c'était bien». Mais en face, il y a quand même du répondant. Il y avait une équipe qui est en place, qui se connaît aussi, qui a déjà, expérimenté, une déception, un peu de déception en playoff, avec, le manque d'expérience, mais qui maintenant en est revenu, je pense. Et il y a une profondeur aussi, il y a un bon banc de touche, ouais, je pense que ce sera trop compliqué pour Miami, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise sur un match ou 2, tu vois? La série, je pense, on peut imaginer une série peut-être plus serrée que ne laisse supposer l'écart au classement, mais ouais. non, mais enfin, tu si Cleveland saute au premier tour, là, je veux dire, ça remet tout en question, je pense, parce que oui, je dis pas qu'ils vont virer Atkinson si ça se passe, mais sur l'importance de certains joueurs au sein de l'équipe, ça là, par contre, enfin, au niveau des Garland, Allen, voilà, c'est même si ce sont des joueurs relativement jeunes, là, il y a pas de place pour une mauvaise surprise, je pense. Non, on est d'accord, on est d'accord. C'est Cleveland a globalement tout à perdre dans cette série et Miami tout à gagner. Avant de passer sur la partie prono, est-ce que toi, tu vois un joueur facteur X, que ce soit dans chacune des 2 équipes ou je sais pas si c'est un joueur ou un duo qui globalement devrait prendre soit la série à son compte du côté des Cavs, soit qui peut créer un peu la surprise, du côté du Heat? Mmh, Du côté du 8, pour la surprise, c'est pas une surprise, mais je vais le mentionner parce que c'est un joueur que j'aime bien. J'embête souvent Antoine et Théo avec, mais et il joue pas tout le temps, mais on l'a un peu vu, se révéler cette année. Mais Pelle Larsson, c'est un joueur que j'aime beaucoup et à la fac, je le trouvais bien cool et le genre de type qui peut prendre feu à 3 points, qui a des bons fondamentaux basket. Je pense pas que les Cavs vont se faire éliminer parce qu'il y aura, 4 Pelle Larsson games, mais bon, tu vois un peu l'idée. Et du côté des Cavs, c'est intéressant que tu aies mentionné la prise de recul de Donovan Mitchell, parce que je pense qu'elle est essentielle. Et en même temps, si ça devient un peu dur, un peu serré, c'est lui qui va devoir prendre les choses en main, parce que théoriquement, il y a personne de son niveau dans cette série sur le plan individuel. on est Tyler d'accord. Herro a beau être en vraie phase ascendante, c'est devenu un All-Star. Donovan Mitchell a fait des vraies belles campagnes de playoffs par le passé et c'est censé être le patron de l'équipe. Donc j'imagine, j'ai envie d'imaginer pour les Cavs qu'il a gardé un peu d'énergie pour les matchs compliqués en playoff. Et sinon, sur les autres,
Evan Mobley peut peut-être aussi prendre une nouvelle dimension avec ces playoffs-là. Il a fait une très belle progression cette saison, sans que ce soit, ultra spectaculaire statistiquement, mais c'est l'avantage de ces Cavs. Ils ont vraiment des armes partout. S'il y a un match de Mitchell qui est moins bien, tu sais que Garland, normalement, il peut prendre le relais dans ce registre-là. La raquette Allen Mobley, le banc qui est excellent. Enfin, ils te sortent des Ouais. Ty Jerome, des DeAndre Hunter que tu as mentionné tout à l'heure. Non, voilà, pour ces mecs-là, je vais dire, j'attends Mitchell d'un côté si c'est un peu difficile, plus que de raison, et de l'autre, voilà, un match un peu irréel où tu as un mec, un Pelle Larsson qui enchaîne 8 paniers à 3 points et qui arrache une victoire, c'est pas impossible, mais voilà ce que je Ouais. vois. OK. Moi, pour te donner mon avis, je vois en effet plus, peut-être pas individuellement, mais plus une confrontation de duo. En fait, j'aimerais vraiment savoir si le duo, Mitchell-Mobley est supérieur au duo Herro-Adebayo. Tu vois? En Mmh, ce sens, sur le papier, ça l'est, au vu de la saison régulière, normalement, il y a pas trop de débat. Mais s'il y a un monde où Evan Mobley ne prend pas l'ascendant qu'il devrait prendre sur Bam Adebayo, et que Mitchell est un petit peu irrégulier et que tu sens que Tyler Herro sent l'odeur du sang. Lui aussi, les playoffs, il aime bien, hein. L'année dernière, contre Boston, il fait une série qui est loin d'être ridicule. Donc j'aimerais vraiment voir si ce duo des Cavs, ce jeune duo des Cavs est capable de prendre l'ascendant psychologique et même sur le terrain, est vraiment capable de dire: «OK les gars, vous êtes gentils, mais nous cette année, c'est nous les mmh. premiers de la conf. Heu, individuellement, on est potentiellement plus forts que vous, donc il y aura pas de débat». On va pas traîner plus que ça sur cette série, mon chéri. Je te propose de me donner ton prono. Je vais dire 4-1 Cleveland parce que je pense que j'imagine Miami arracher un match. Ouais. C'est peut-être trop optimiste, hein, mais vu l'écart, de au classement, mais je pense que Miami va réussir à prendre un match. Un peu un match, dur, pourri, tu vois? Et quand même les Cavs 4-1, je pense. OK. Bah, moi, je serais un peu moins optimiste que toi. Je serais légèrement moins. Je pense que les Cavs vont faire le travail, mais je pense que les Cavs vont se faire peur et ils vont le prendre en 6. Il va y avoir 4-2. Hem, mais je sais pas pourquoi cette équipe du 8, c'est pas une équipe qu'on peut prendre à la légère. Bon, c'est Malgré la tout force ce de qui l'habitude, voilà. hein, c'est l'habitude, on les a vus, enfin, je veux dire quand ils vont en finale NBA, ils étaient au play-in, ils sont sortis de nulle part donc bon là, il y a plus Jimmy Butler quand même, l'équipe reste sympa, on n'a même pas mentionné Kelly Ware qui va être intéressant, c'est sa première vraie campagne de playoff mais non, non, mais je peux comprendre, je peux comprendre, que tu entrevois, un truc plus accroché que prévu. Ouais, ouais et puis je pense c'est un vrai test, et que derrière, si les Cavs arrivent à bien terminer la série, après avoir galéré un petit peu au début de série, tu vois? Je vois bien un monde où ça va à 2-2 en fait. Je vois bien un monde où ça va à 2-2 et si les Cavs arrivent à faire le taf et à terminer ça en 4-2, je pense que ça peut aussi leur donner de la confiance pour la suite. Je te propose qu'on passe sur la série, on va pas se mentir, la moins intéressante de ce premier tour, de la conférence Est et je suis désolé. Je suis désolé parce que je sais que je vais briser ton petit cœur de fan du Orlando Magic. Les Boston Celtics champions en titre, qui ont terminé à 61 victoires et 21 défaites sur cette saison régulière, vont affronter le Orlando Magic qui a terminé 7e et qui a battu du coup, les Hawks au premier tour du play-in. Une saison en 41-41, un début de saison stratosphérique de la part du duo Banchero-Wagner avant les blessures. Ouais, Il y sur a eu la 3-4 ble matchs, quoi. Voilà, stratosphérique sur 2 semaines, sur le mois de novembre. Il y a eu les blessures de Suggs, les blessures de Mo Wagner. Vraiment une saison galère, une saison un peu en enfer pour Orlando. Ouais. Et de l'autre côté, tu as le champion en titre qui a été, comment dire? Est-ce qu'il y a pour moi, c'est la définition même d'être dans la gestion et dans ta gestion, tu enquilles quand même 60 victoires sur la conférence, sur la saison régulière. Quelles sont tes analyses? Quels sont tes points clés sur cette série? Est-ce que tu je sais même pas, est-ce que tu entrevois un peu d'espoir pour Orlando? Non, absolument pas. Je pourrais être que surpris positivement. Ça veut pas dire qu'individuellement, on n'aura pas des bons matchs de Banchero et Wagner, pour leur deuxième campagne de playoff, mais il y a un écart, je pense abyssal, entre Mmh. Boston et le reste, toutes les équipes qui sont derrière, je les vois vraiment au-dessus. Tu as très bien, expliqué le c'est de la gestion parfaite parce que d'un soir à l'autre, ils vont reposer Tatum, puis Brown, puis, Derrick White, puis, Porzingis. Enfin, ils ont Mazzulla a en plus expérimenté 2-3 trucs, responsabiliser des mecs en sortie de banc. Voilà, je pense qu'ils sont en pleine confiance. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas lâcher un match, comme ça parce qu'on a vu qu'ils se relâchaient de temps en temps et qu'Orlando sur un soir peut pas, défendre très, très bien
Bon, attaquer très, très bien, ça paraît être, utopique, hein, c'est trop compliqué pour Orlando. Hem, mais non, je vois pas de points qui permettent de penser que la série ne serait sera seulement accrochée, quoi. Ça se justifiera très bien pour Orlando qui avait vraiment une saison galère, tu l'as dit, tu des Oui, blessures, personne leur en voudra, de même s'ils se font sweeper. C'est juste, frustrant et dommage après les promesses de la saison dernière. Ça va dans tous les cas faire réfléchir à l'intersaison à ce qu'il faudra ajouter pour, être un peu moins loin du haut du panier que cette année. Mais, non, honnêtement, je vois Boston très, 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 très fort et Orlando, ils sont pas là par miracle parce que c'est l'Est et que c'est un peu plus faible et que c'est plus facile de s'accrocher après avoir eu des périodes galères. Mais honnêtement, je vois pas comment ils vont, offensivement déjà, ouais. réussir à prendre des matchs au pluriel à une équipe qui défensivement peut répondre à tout ce qu'on leur proposera et en défense, il y a plus la même, de temps en temps, ils arrivent à ressortir un bon match défensif, hein, le Magic, je dis pas, il y a un état d'esprit. Mosley est un coach qui sait, trouver les formules, mais c'est Boston, quoi. C'est, pareil, il y a autant de solutions en attaque qu'il y en a en défense. D'un soir à l'autre, je vois vraiment pas. C'est pas pour, du coup, je peux être que surpris positivement, tu vois? C'est pour ça que Bien sûr. je me dis: «Bah, si Orlando nous surprend, c'est top» et il y aura un peu moins de tête de boulot à faire la sais pendant l'intersaison s'ils arrivent miraculeusement à prendre, 1 ou 2 matchs à Boston. C'est ça, tu l'as très bien dit, Orlando qui maintient son comment dire? Son statut de très bonne défense, cette saison, malgré l'absence de Jalen Suggs qui vraiment est vraiment une vraie galère. On n'imaginait pas que Jalen Suggs prenne un tel rôle dans cet effectif et vraiment c'est le cas. Le meneur, défenseur, aboyeur, gestionnaire, vraiment. Et puis l'absence aussi de Mo Wagner, c'est tout con, mais tu vois, tu ton 6e homme est absent et ça t'enlève vraiment un truc en sortie de banc de la taille, du poids, de la on le connaît le Wagner, hein, on le connaît l'Allemand, bien dur, bien physique, bien rugueux, et qui peut aller te planter aussi une dizaine de points de l'autre côté de temps en temps quand il est en forme. Hem, Tu l'as dit, l'élément clé, c'est cette attaque d'Orlando qui est tout simplement catastrophique, atroce, horrible. Il y a plus de Enfin, il y a pas de superlatif, c'est désastreux et le seul scénario entre guillemets où Orlando peut ne serait-ce qu'aller prendre un match, c'est si ton duo Banchero-Wagner te sort un match parfait au scoring Même avec là, une ouais et même là, tu peux te dire: «Allez sur un match où Boston un peu en dedans», tu sais, on les connaît, hein. L'année dernière, c'était un peu le même truc où Boston un peu dans la gestion, un peu de relâchement au 2e ou au 4e match. Tu vois, tu te dis: «Bon allez, sur un malentendu, ils vont vouloir que shooter à 3 points, ils vont pas avoir forcément envie de trop défendre» et là mais on c'est là où on arrive en fait, où il faudrait un alignement de planètes extraordinaire pour ne serait-ce prendre qu'un seul match. Hem, donc ouais, très faut qu'il y ait Banchero Wagner plus un mec qui va beaucoup scorer, genre Cole Anthony, c'est possible, hein, c'est un très bon ouais, joueur ou divertissement. KCP a un match où il te sort un match vintage avec un peu d'adresse à 3 points, mais J'y compte plus ça, honnêtement, il l'a voilà, fait 3 fois dans la saison, j'y c'est compte ça pas. quoi. Je crois plus à la limite on a un Anthony Black, mais bon, le niveau des playoffs, est peut-être un peu élevé tout de suite là pour lui. Ouais. Non, mais il y a franchement là, c'est pareil, là, c'est un cataclysme si Boston ne gagne pas facilement, ce sera très, 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 très surprenant. On est d'accord. Juste petit point de doute du côté bostonien parce qu'il faut quand même en parler. On a eu le retour de Porzingis qui semble, bon, à voir, mais qui semble plutôt en jambes. Ouais, ouais, Là, normalement, il devrait pas y avoir de problème de blessure pour Porzingis sur ce début de playoff. La grosse interrogation, elle est du côté de la costar, d'un certain Jaylen Brown qui a des problèmes au genou, qui a subi une infiltration, il y a une semaine, une dizaine de jours là et qui semble pas à 100 loin de là. Je te pose la question, Shai, est-ce que Boston peut se permettre, au vu de l'adversaire, de se dire: «Est-ce que ce serait pas plus mal de reposer un peu Jaylen Brown sur ce début de playoff?» oui, oui, je pense qu'ils peuvent se le permettre. Ouais, Alors ça veut dire ça dépend ce qu'on entend par, reposer, hein, mais je veux dire, surtout s'il y a, de l'avance dans la série, ce qui à mon avis sera le cas. Ils peuvent se permettre de faire, 1 ou plusieurs matchs sans Brown ou de lui limiter le temps de jeu. Ils vont faire en fonction de la manière dont son genou, répond. S'il y a des infiltrations, normalement, ça doit pouvoir tenir. Faudrait juste pas qu'il y ait, de traumatisme sur le genou, à un moment. Mais, non, mais moi je pense bien sûr, tu as vu, ils ont gagné des matchs, pas mal de matchs, soit sans Brown ou sans Tatum, ils ont réussi à ouais, toujours gagner. Je pense c'est pour ça que même si, Brown c'était le MVP de la dernière finale et qu'il a été essentiel, pour moi le facteur stabilité, c'est Tatum parce que tu sais que tous les soirs, s'il est un peu maladroit, tu sais qu'il va faire le taf en défense
S'il est chaud, il va quand même aussi faire le taf en défense et en plus être incroyable en attaque. C'est un peu pour moi c'est le facteur, stabilité et Brown, c'est un super plus, c'est un lieutenant, Ouais. incroyable. Mais et puis à côté de ça, ils auront du Derrick White, ils ont un Peyton Pritchard en sortie de banc qui est incroyable aussi cette année. Enfin, non, je pense que oui, la question, mérite d'être posée. Ils peuvent continuer leur gestion sur le premier tour. Selon moi, ils ont cette marge-là pour se le permettre. Ouais, je suis d'accord avec toi et je te rejoins aussi sur le côté un petit peu facteur X, enfin, pas vraiment un facteur X, tu vois? Mais j'écoutais aussi la preview des copains de Trash Talk et je suis aligné sur le fait que je pense que c'est le moment que Jason Tatum remette les pendules à l'heure et fasse comprendre à la communauté NBA que c'est pas un joueur lambda, qu'on a trop tendance à prendre, je pense, pour acquis. Et le fait de potentiellement, tu vois, avoir un Jaylen Brown un peu en dessous physiquement ou peut-être mis un peu de côté, peut aussi lui le pousser à dire: «OK les gars, et ben je vais prendre cette série en main, je vais m'occuper d'Orlando, je vais leur foutre 30 pions par match, je vais délivrer, 6 à 8 passes par match et puis fin, on n'en parle plus». Du côté d'Orlando, le facteur X, ouais, il est clair, hein, c'est Paolo Banchero. Si Paolo Banchero arrive à faire une série comme il avait sorti comme, contre les Cavs l'année dernière ou qui ressemble un petit peu à son début de saison régulière avant la blessure, super, peut-être que Orlando pourra prendre un match, mais Je allez, pense comme je pense comme toi, hein, pour revenir rapidement sur Tatum, je j'ai pas l'impression qu'il soit dans cet état d'esprit de rechercher à tout prix la validation, tu vois? Maintenant ouais. qu'il est pas et ça viendra peut-être naturellement si, Mmh. ils vont, au bout, enfin ne serait-ce qu'en finale, sans qu'en face il y ait il y ait des blessures dans tous les sens et qu'on leur dise: «Ouais, mais vous avez eu un parcours facile et tout». Je pense que ça viendra naturellement et sur toutes les fois où je l'ai entendu cette saison, il m'avait l'air très apaisé. Il a déjà coché la case titre. Il sait qu'il a une fenêtre de peut-être encore 2-3 ans facile avec ce groupe-là. Enfin, je dis ça, Mmh. facile, c'est pas facile. Je me suis mal exprimé, mais qu'avec l'âge des joueurs, s'ils arrivent à Ouais. maintenir à peu près l'essentiel du noyau là, et c'est des joueurs qui sont encore, qui peuvent très bien, être compétitifs, plusieurs années, tu vois? Il y aura peut-être, un moment, oui, ça bougera en fonction des résultats, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est pas dans l'obsession de vouloir montrer genre: «Je suis l'alpha», tu vois? Sinon, je pense qu'on l'aurait vu en saison régulière en mode, «Bah, regardez, je peux être MVP». Ce qui est compliqué vu les extraterrestres, qu'il y a eu, cette année encore une fois, mais moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je trouve qu'on a un Tatum très apaisé, très fiable. C'est quand même ça, c'est vraiment le terme pour moi, il est d'une fiabilité, c'est-à-dire s'il y a pas de raison de manquer de match, s'il a pas vraiment un gros pépin, il manquera pas de match et il sera là, tu vois? C'est-à-dire Ouais. vraiment, il rate pas il passe pas vraiment à côté, à proprement parler. C'est la meilleure arme de Boston, finalement. Clairement et puis lui aussi est encore, sur une progression constante cette année. Là, il y a eu une grosse progression à la passe. C'est pas très compliqué, j'ai envie de te dire, quand tu prends 73 points par match et que tu as une équipe qui est capable de mettre autant, que ce soit tes titulaires ou même tes sorties de banc, des Pritchard et tout. Je crois qu'il y a 3 joueurs à plus de 203 points cette saison du côté des Cavs, c'est tout simplement Ouais. historique. Donc voilà, bon écoute, on va pas s'attarder plus que ça, on un un prono? Alors toi, tu vas nous mettre un sweep, moi je vais mettre un sweep aussi. Comme ça, je reste sur mon idée d'être agréablement surpris si Orlando prend un match, Ouais. en essayant de ne pas m'enflammer si ça survient évidemment. 4-0, 4-0 Boston. Moi, j'hésite vraiment. J'hésite non, mais j'hésite vraiment entre le sweep et le 4-1 parce que je me dis que, bah, le sweep me semble assez logique et ne choquera personne finalement. Ouais. Mais je vois bien le côté aussi un petit peu Boston peut se relâcher, l'a montré déjà lors des playoffs précédents, l'a montré lors de la saison régulière et ce serait pas non plus cataclysmique. C'est-à-dire que si Boston gagne 4-1, bah, voilà, on en parlera limite comme un sweep. Allez, pour ne pas aller dans ton sens, je vais prendre le 4-1. Je vais prendre le 4-1 parce que allez, Boston va se relâcher soit au match 2, soit au match 4. Ouais, et puis Voilà, il y a pas si souvent que ça des sweeps quand tu y réfléchis, hein. Tu vois, tous les ans en ouais, playoff, l'année dernière, je pense qu'il y en a eu il y en a peut-être eu 2, il y en a eu 2 en tout, dans tous les playoffs ouais, ça doit et être ça. je crois qu'il y a eu une année en 96, il y en a eu 5, donc c'était un peu la fête, mais sinon on reste autour de 2-3 en général, donc On est d'accord, faut bien on les est d'accord. choisir. C'est clair. Et ben, je te propose qu'on aille dans une série où je ne pense pas qu'il y ait de sweep. On va parler d'une des séries les plus fun et inattendues de ce premier tour de conférence, je pense. Les New York Knicks qui ont terminé 3e de la saison régulière, une belle saison en termes de bilan, 51 victoires, 31 défaites, affronteront
les Detroit Pistons. Et OK. alors, et alors celle-là, d'un certain JB Bickerstaff, il fallait la sortir quand même. Il fallait la sortir. Détroit qui nous sort une saison régulière, mais magique. Hem, 44 victoires, 38 défaites pour ce qui était jusqu'à encore l'année dernière la pire équipe de saison régulière de la NBA. Détroit, il y a eu restructuration, donc nouveau coach, JB Bickerstaff. Il y a eu enfin, pas j'ai pas envie de dire l'éclosion parce qu'on connaissait le potentiel, mais j'ai plutôt envie de dire la confirmation du potentiel de superstar de Cade Cunningham. Hem, Plein de choses autour de ça. Malik Beasley en sortie de banc qui sort une saison historique et l'un des meilleurs shooters de la ligue à 3 points en termes de pourcentage. Des joueurs comme Jalen Duren qui se sont très bien développés, des Isaiah Stewart qui, malgré les quelques petites bagarres, ont montré aussi de belles choses. Le frère Thompson, Osar Thompson, qui montre que, bah, dans la famille Thompson, on est des uber athlètes et va falloir venir nous chercher si on veut sauter plus haut que nous ou défendre plus rugueusement, plus physique que nous. Donc vraiment des belles choses. Et de l'autre côté, il y a ces Knicks qui ont fait énormément parler, notamment dans leur fanbase. Il y a ce côté, on est content parce qu'on valide quand même un ticket, une troisième place derrière 2 top équipes qui étaient impossibles d'aller chercher au vu de la régulière. On a l'intégration de Kat qui, offensivement, s'est fait quand même de manière assez intéressante au fur et à mesure de la saison. Kat fait une belle saison offensive, il y a rien à dire. On a le développement d'Oggi Anunoby sur cette fin de saison qui est assez impressionnant. Oggi qui a pris les choses en main avec la blessure de Brunson notamment. Et puis bien évidemment Jalen Brunson. 2 questions clés que je te pose tout de suite sur cette match-up-là. Déjà, première question, qui tu vois enfin, est-ce que tu vois Détroit potentiellement mettre en péril cette équipe de, New York qui a largement le statut de favori? Et deuxième question, comme ça je te fais un 2 en 1. Quel est le meilleur coach de cette série? Ah, tu dur. Je vais commencer par la question du coach, si ça t'embête. Alors il faut il se trouve que c'est 2 coachs que j'aime beaucoup. J'ai passé mon temps, toutes ces dernières années et notamment au moment de sa nomination à défendre Tom Thibodeau, qui était taxé de has-been, ce qu'il était peut-être, hein, d'ailleurs et il a encore peut-être quelques lacunes, enfin quelques caractéristiques contrariantes en termes d'utilisation de ses joueurs, mais j'aime beaucoup Tom Thibodeau, heu et Jaby Bickerstaff, je suis assez content parce que l'an dernier, quand il s'est fait virer, de Cleveland, enfin l'intersaison, je trouvais que c'était pas illogique, mais je trouvais qu'on parlait pas assez de ce qu'il avait fait en bien, de faire passer un cap à cette équipe des Cavs. Je suis d'accord. Après le mur était peut-être un peu trop haut, mais c'est un super coach de développement. Il l'a montré partout où il est passé et évidemment que je m'attendais pas à ce que les Pistons soient qualifiés aux playoffs sans passer par le play-in et qu'ils fassent cette saison-là sans qu'il y ait, de recrues spectaculaires finalement. Parce que là où je dis, ça fait plusieurs semaines que je répète, pour moi c'est le entre 2 saisons, c'est l'évolution la plus spectaculaire que j'ai vue, d'une équipe parce que c'est déjà arrivé par le passé qu'il y ait des équipes qui fassent pas les playoffs, qui soient dans le bas de Mmh. tableau et qui après, soient bien classées. Mais généralement, c'est parce qu'il y a eu, refonte totale, changement de star, des stars qui arrivent, là, je veux dire, il y a eu des vétérans qui sont arrivés, hein, Bisley, Harris et compagnie, mais enfin, je veux dire le noyau de base, les jeunes joueurs qui étaient dedans, ça a pas changé et Bickerstaff a apporté vraiment quelque chose. Donc allez, je vais quand même dire que Thibodeau, pour l'expérience, tout ce qu'il a amené dans des équipes, notamment une équipe de Boston qui a gagné le titre, c'était le cerveau défensif. Je pense quand même qu'il je si tu me demandes quel est le meilleur coach entre les 2, je vais dire Thibodeau, mais j'aime beaucoup Bickerstaff qui mérite plus de respect. Ensuite, est-ce que je vois les Pistons embêter les Knicks? Oui. Je pense pas que ça se traduira sur le score de cette, opposition. OK. Je pense on verra, on en reparlera après, mais je pense que les Knicks vont passer. Mais les Pistons ont déjà embêté plein de fois les Knicks, pendant la saison. Alors l'équipe des Knicks était pas au complet à chaque fois, mais ils sont à 3-1. À chaque fois que Cunningham a été bon, Mmh. ils ont ce côté très dur qui match bien avec, la dureté que souhaiterait voir Thibodeau, mais qu'il a pas assez vu à son goût cette année. Ils peuvent leur poser des problèmes. Je suis d'accord. Après, il y a 2 pour moi, il y a deux solutions. Soit, effectivement, ils sont dans la lignée de ce qu'on a vu en saison régulière, ils jouent dur, ils les embêtent, ils sont décomplexés et ça peut faire une série assez folle. Pas au point de les éliminer, mais je pense que ça peut faire une série assez folle. Ou, bah, les playoffs, c'est une compétition totalement différente. Les Knicks ont, mine de rien, une plus d'expérience dedans. Tu vois? Tous les joueurs qui composent l'équipe, bah, comparé à en face, Cunningham a fait une super saison, mais il va découvrir les playoffs, comme, bah, tous les joueurs de l'effectif quasiment. Mmh. À part, les plus expérimentés, hein, Tobias Harris, même Bisley qui a fait quelques campagnes. Bon, je pense que sur l'expérience, New York,
peut ne pas être inquiété. Donc soit vraiment, victoire facile, qualif facile des Knicks parce qu'il y a trop d'écart d'expérience et que c'est pas le même jeu, c'est pas le même basket en play-off. Soit il y a vraiment on est sur la même dynamique la saison régulière et les Pistons vont les embêter comme jamais puis il y aura 2 bastons par carton, entre entre Stewart, Ron Holland et en face je sais pas qui, hein, il y a d'autres, on peut trouver n'importe quel Oh bah, client. il y a PJ Tucker qui va être là pour ça. Voilà, il est là pour ça, c'est très bien. Il est là pour ça. On l'avait Mais vu se chauffer un peu avec Isaiah Stewart en plus sur les derniers matchs régulières. ouais, voilà pour répondre à Hem, ta question. ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, pour décrypter un petit peu le message, si New York ne passe pas cette série, c'est un peu la faute industrielle et c'est un peu la remise en question globale. Je pense que si c'est le cas, c'est la dernière série de Thibodeau au coaching. Mmh. Bah, malheureusement, enfin, au vu des trades qui ont été faits cet été, c'est-à-dire que tu ramènes quand même ça, on a tendance un petit peu à l'oublier, que Mikal Bridges a quand même coûté 5 tours de draft. Je pense que ouais, Ouais. ouais. Bah, ouais, voilà, ça fait secouer la tête quand même, encore plus quand on sait ce qui s'est passé. Bon bref, même si c'est pas le trade de référence, mais avec Luka, et Anthony Davis, que c'est des joueurs aussi très payés avec des gros contrats, tout comme OG Anunoby, que Kat a aussi une masse salariale hyper importante. Enfin, et que Brunson, paradoxalement, avait fait plein d'efforts financiers pour que tous ces mouvements puissent se faire. New York a une énorme pression sur ce premier tour. New York a vraiment une énorme pression et n'a pas d'autre choix que de, imposer son rythme, imposer son tempo, imposer son jeu et se défaire le plus vite possible de Détroit. Parce que si on rentre dans une série où ça commence un peu à se renvoyer la balle, où les Knicks n'arrivent pas à assurer, où comme tu l'as dit, Détroit arrive à maintenir ce niveau de hustle et d'agressivité qui met en défaut les Knicks et à prendre tu sais, c'est tout con, mais le scénario où au 4e match, tu es à 2-2, Mmh. ça pue. Ça pue vraiment pour les Knicks. Parce que derrière, bah, on l'a dit dans nos brackets, derrière tu tombes sur Boston en demi-finale de conf et là, autant te dire que contre Détroit, tu es favori, contre Boston, on verra combien de matchs on donne potentiellement, à New York ou à Détroit dans la série, mais je suis pas sûr que ce soit plus de 2. Mmh. On verra. La pression est largement du côté de New York. Paradoxalement, enfin non paradoxalement, logiquement en fait, Détroit a tout à apprendre et n'a rien à perdre dans cette série-là. Dernière question avant de partir sur le facteur X, parce que je pense que c'est quand même lui le facteur X aussi du côté de Détroit et après on passera sur la partie prono. Cade Cunningham, c'est le combienième meilleur joueur de cette série potentiellement? Moi, je parlerais quand même d'éclosion par rapport à ce que tu disais en ouverture, Ouais, parce OK. qu'il y avait une énorme enfin, il y avait beaucoup de questions. Le talent évidemment, mais bon, je veux dire, les mecs qui sont first pick, ils ont du talent, de toute façon, c'est pas la question. Mais c'était vraiment le moment de montrer qu'il pouvait, être, la pierre angulaire d'une franchise. Ça, il l'a Ouais. montré, il a été excellent. Il était All-Star, de manière très justifiée. C'est le combienième meilleur joueur de cette série? Bah, avec l'inconnu au niveau de ce qu'il est capable de faire en playoff, parce qu'il y a des joueurs qui sont fantastiques en saison régulière et qui ont beaucoup de mal en playoff, hein. On est J'insiste souvent d'accord. quand même sur la différence qu'il y a, bah, en face, je mets quand même Brunson et même Kat, devant parce qu'ils ont déjà montré des choses. Kat recommence à être bon en playoff après quelques trous d'air avec les Wolves, Mmh. mais mais il a été très bon l'année dernière. Après en tant que leader et première option, oui, c'est devant Mikal Bridges, Anunoby, voilà, mais ouais, c'est quoi? C'est le 3e meilleur joueur de la série, si tu veux, pour moi. Bah, moi, c'est ça, en fait, la discussion autour de notre pronostic. Je pense que c'est là que ça se joue, en fait. Si Cunningham a je suis d'accord et je reste sur le côté Brunson est le meilleur joueur de cette série à Mmh. l'instant T, le plus expérimenté et celui qui l'a déjà montré, en fait, qui est capable de dire: «Les gars, c'est ma série de playoffs, heu, tu as été un très bon meneur sur la saison régulière, il y a pas de souci, All-Star, mais, aujourd'hui, je suis un cran au-dessus de toi». Mais dans le scénario où Cade Cunningham est le 2e meilleur joueur de cette série, devant Kat, où Kat, tu le retrouves un petit peu comme tu l'as dit dans ses travers un peu défensifs cata Ouais. à Minnesota, avant l'année dernière, parce que oui, alors l'année dernière, il fait une bonne saison, mais tu as Rudy Gobert à côté de lui dans la raquette, ce qui ne sera pas le cas cette année. Si Kat commence à subir un petit peu la pression physique qui va lui être imposée par des Isaiah Stewart, des Jalen Duren, des mecs costauds qui vont vouloir lui rentrer dans la bouche, lui mettre des coups, et que de l'autre côté, il est pas forcément adroit et que Cunningham devient, du coup, ce 2e meilleur joueur de la série en gardant cette régularité au scoring, en gardant cette régularité aussi en termes de leader, de gestion, arrive à se trouver ses pivots sur pick and roll et que les Malik Beasley et tout gardent leur régularité au shoot.
c'est là où tu vas rentrer dans des considérations de Détroit peut réellement emmerder cette équipe de New York. Mais pareil, encore une fois, ça demande beaucoup d'alignement de planètes. On est d'accord là-dessus. Ouais, le facteur X, ça va être la capacité de New York à montrer qu'ils sont capables de défendre, C'est ça. parce que sinon l'option elle est simple, hein, c'est-à-dire, soit faire en sorte que Cunningham soit vraiment la seule menace et du coup, bah, il va pas mettre 60 points, par match, hein, si tu arrives à éteindre les autres, à limiter un peu les coups de chaud de Malik Beasley, normalement ça devrait aller. Les Knicks ont le personnel, ont l'effectif pour très bien Mmh. défendre, mais ils l'ont pas du tout montré cette année. Que sur le papier, c'est assez fou d'avoir des Bridges, Hart, Anunoby, enfin c'est fou d'avoir ces joueurs-là et de pas être capable de défendre un peu mieux. Mais bon, pour moi, c'est ça, je veux dire, s'ils assument un peu enfin leur, statut de bonne équipe défensive théorique, il y a pas match. Voilà. Ça, c'est la clé du côté des Knicks et la clé du côté de Détroit, plus qu'un joueur, je pense que c'est le banc. Je pense que le banc de Détroit est meilleur que celui des Knicks. Vraiment. Tu as un 6e homme qui est plus performant en Malik Beasley. De l'autre côté, tu auras Mitchell Robinson qui potentiellement sortira du banc pour défendre. Bravo. Mais tu vois, je vois en fait des pétards ambulants à voir, parce que c'est aussi la définition du pétard ambulant, mais s'ils arrivent à être un peu réguliers, les sorties de banc du côté de Détroit, les Osar Thompson, les Malik Beasley, les mecs comme ça, à voir en quel sens, bon, Thibodeau n'aura pas trop de soucis à faire jouer 40 minutes ses starters, ça là-dessus, il aura Ouais, pas de ouais. voilà, les Landry Shamet, les mecs comme ça ne joueront peut-être pas beaucoup, mais à voir aussi en quel sens, Détroit arrive à dominer le banc des Knicks et peut potentiellement, faire tourner quelques matchs de la série là-dessus. Shai, on part sur le côté prono. Et ben, je vais encore dire, alors non, j'ai dit un sweep au précédent, là, je vais dire 4-1 4-1 pour les Knicks avec, Détroit qui prend un match à domicile dans une ambiance un peu old school, où on retrouve l'ambiance, du feu, Palace d'Auburn Hills, et je pense qu'ils vont prendre un match, mais 4-1 pour les Knicks, hem, sans que ce soit trop simple, mais je les imagine pas être vraiment en galère non plus. Voilà, OK, 4-1. OK et bah, moi, je les imagine vraiment en galère. Je les imagine vraiment en galère et j'imagine Jalen Brunson clôturer la série en 7 au Ouh! Ah Madison. ouais! OK, OK. Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est le comment dire? C'est le moins bon moment de la saison pour affronter Détroit, qui va être complètement désinhibé, qui n'a rien à perdre, qui est derrière un leader d'équipe qui semble être au summum, au sommet de sa confiance et je sais pas, tu sais ce côté retour en playoff après des années de galère, tu peux avoir ce petit supplément d'âme. Tu l'as pas tu en as parlé aussi, l'aspect physique de ça va se rentrer dedans. Détroit va vouloir ça. Détroit va vouloir que ça se rentre dedans. Il y a potentiellement un ou 2 matchs dans la série où Isaiah Stewart ne terminera pas les matchs parce qu'il se sera fait exclure, parce qu'il aura mis des beignes à droite à gauche. Mais en fait, si les Knicks n'arrivent pas à tout de suite rentrer dans la série et dire: «Les gars, ou Madison, c'est 2-0 et on retourne à Détroit, vous êtes terminés», je sais pas. Je vois tellement Détroit pousser les Knicks dans leur retranchement et mettre en difficulté Thibodeau dans ses choix d'ajustement de coaching de match après match. Peut-être que je me trompe totalement et on va sur ton scénar où en fait les Knicks disent: «Bah les gars, vous êtes gentils, mais en fait on est quand même un voire 2 crans, 2 classes au-dessus de vous et il y a pas de question», tu vois? Il y a pas de mais tu vois, je vois un peu la série comme Cleveland-Orlando de l'année dernière, Ouais. tu vois? Où les Cavs auraient largement dû faire le taf et au final, ça se termine en 7 et avec Orlando qui a limite mené dans le match 7, à Cleveland où c'était un peu le bordel, bah, je vois un peu ce copier-coller sur cette série des 3 Knicks. Donc Ce serait une cata pour les Knicks parce que vu le ah temps de bah, jeu que vont se manger, Brunson, Hart, Bridges et tout, c'est tu perds d'entrée, de l'influx, pour la suite avec des oppositions normalement plus compliquées, mais ça on est peut totalement d'accord. se produire comme ça. Moi, je suis toujours pour des séries en 7, quelles qu'elles soient, hein. Écoute, Ouais et je puis tu veux vois, bien. sur le côté un peu fun de cette conférence Est sur laquelle on va pas se mentir, on s'est un peu emmerdé toute la saison Mmh. régulière. J'ai envie de voir ça. En fait, j'ai aussi envie de voir cette série un peu compliquée, hem et voir comment les Knicks arrivent à se réajuster et à progresser. On passe sur la dernière série de la conférence Est et dernière série et pas des moindres parce que là, il va y avoir aussi de quoi dire. Les Indiana Pacers contre les Milwaukee Bucks. Les grands amis de ces 2-3 dernières saisons de régulière, entre vol de ballon, trash talking, Giannis contre Haliburton, enfin bref, il y a plein de choses à dire. Indiana qui aura l'avantage du terrain.
saison régulière en 50 victoires, 32 défaites et de l'autre côté les Bucks, c'est 48 victoires, 34 défaites donc la marge, enfin, tu vois, on est quand même sur une marge assez légère. Hem, 1 info, Damian Lillard ratera le premier match de la série, c'est une certitude, mais Damian Lillard n'est plus médicamenté. Damian Lillard a repris l'entraînement avec les Bucks après sa thrombose et Damian Lillard aurait potentiellement de grandes chances de revenir, à voir à quel moment dans cette série, ce soit au deuxième, soit au troisième, peut-être au quatrième match. On verra ce qu'il en est. Hem, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette série? C'est la plus intéressante, je trouve, de ce premier tour à l'Est parce que, pour les raisons que tu as évoquées, c'est-à-dire le passif entre les 2 équipes, les mesquineries et autres, tentatives de déstabilisation. Alors le retour de Lillard est une bonne nouvelle évidemment pour Milwaukee, mais je me demande dans quelle disposition ils vont retrouver Lillard parce qu'il Ouais, a manqué 1 mois. Ils ont commencé à apprendre à jouer sans lui. C'est un joueur fantastique, donc on peut imaginer qu'il va revenir bien, mais c'est quand même aussi un joueur qui, quand il a été blessé par le passé, a eu besoin d'un peu de temps pour retrouver son adresse, son playmaking, enfin c'est jamais simple. Son retour ne change pas fondamentalement ce que je pense de cette série. C'est-à-dire qu'avant de savoir qui revenait, je voyais quand même une forme d'avantage pour les Pacers OK. que je trouve bien sur la deuxième partie de saison, qui était inquiétant au début parce qu'avec la même équipe que l'année dernière quasiment, ça jouait moins bien, on retrouvait plus le panache offensif qu'il y avait. Haliburton avait l'air un peu cramé et avec le retour en forme d'Haliburton, tout s'est bien enclenché, je trouve, et c'est une équipe très, très dangereuse, je trouve. Alors que Milwaukee, qui a très bien fini la saison, hein, Mmh. a beau avoir le meilleur joueur de la série de très, 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 très loin avec Giannis, Ah oui. heu, a beau avoir, quand même un effectif, qui est de qualité, mine de rien, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que Indiana a un avantage, collectif, psychologique. Je vais même pas forcément m'aventurer sur le coaching, je dis pas que Doc Rivers c'est un mauvais coach, hein, loin de là. Moi, je Mais le c'est dis. un peu déroutant, déstabilisant, dans ses déclarations notamment et la culture de l'excuse qu'il arbore, trop souvent à mon goût. Je pense que les Pacers sont favoris de cette série et OK. qui de bon, on verra sur le prono après, mais qu'ils devraient l'emporter parce que j'ai pas confiance dans le collectif des Bucks, en fait, pour tout te dire, j'ai pas OK. confiance. Je pense que si les Pacers, acceptent l'idée de prendre des cartons offensifs de Giannis et qu'ils arrivent à se concentrer sur le reste, avec le paramètre de Lillard qui ne serait pas, encore revenu à 100, ce qui est hypothétique, hein, peut-être qu'il va arriver et mettre tout le monde d'accord. Je pense que les Pacers ont un avantage. Voilà. Et ben, il aura fallu attendre cette quatrième série pour qu'on soit pas du tout d'accord et je suis très et j'en suis franchement très content. Tu l'as très bien dit. Les 2 équipes sont sur une fin de saison et une dynamique de fin de saison excellente. Giannis est au prime de sa saison régulière en termes de niveau, nous a calé des triples doubles en 35, 15, 20, de l'espace en l'absence de Damian Lillard. Bobby Portis est revenu de suspension. L'intégration de Kyle Kuzma a é comment dire? C'est Kyle Kuzma. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où on est content de l'avoir, il y a des matchs où on est dégoûté de l'avoir et en plus, on est dégoûté qu'il soit coaché par Doc Rivers. Brook Lopez a montré des choses pas inintéressantes en cette fin de saison, je trouve. Papy fait un peu de la résistance. C'était vraiment compliqué pour lui le début de saison physiquement et là, je trouve que je sais Il est pas bien. si c'est correct, tu vois? On a retrouvé un Brook Lopez, avec un peu de jambes, un peu de canne, capable de défendre, capable de mettre des 3 points donc intéressant. T'as des shooters, t'as des AJ Green, des Connaughton, à voir le retour de Dame, comment ça se passe, si ça se passe et de l'autre côté, tu l'as très bien dit, t'as une équipe qui, en fait, a lancé sa saison au mois de février, limite la double confrontation contre les Spurs à Paris, je trouve a vraiment lancé leur saison. Haliburton qui était, vendu comme la plus grosse fraude du début de saison, lui aussi a remis un petit peu les pendules à l'heure en disant: «Bah, non les gars, en fait, je suis un all-star, il y a pas de souci et pour le moment, c'est moi le patron de cette franchise. À côté, j'ai mon co-leader, en Pascal Siakam qui lui aussi fait une belle saison». Tu as eu le développement d'Obi Toppin qui nous a sorti des matchs à 3 points de fou furieux. Tu as le retour des Nembhard aussi dans le 5 de départ. Tu as les TJ McConnell en sortie de banc. Enfin bref, tu as plein de joueurs qui on l'avait vu Indiana l'année dernière où en fait, il y a un effectif complet, coaché par un Rick Carlisle qui connaît pour le coup lui le chemin et qui sait gérer une équipe en playoff. Mais en fait, moi, je vois le côté où je pense que Giannis Antetokounmpo va être tout simplement inarrêtable, mais inarrêtable. Qu'il a une espèce de rage de pas avoir participé à la série de l'année dernière entre Indiana et les Bucks.
qu'on a cessé on n'a pas cessé de parler de Jokic et SGA dans le débat du MVP, ce qui est logique, mais qu'on oublie l'autre fou furieux qui nous sort une saison encore de malade mental du côté de Milwaukee, qui est peut-être tu vois, dans ce débat au MVP, en fait, il y a pas de souci, hein, les 2 meilleurs joueurs de la saison régulière, c'est Shai et Jokic. Par contre, je pense que le meilleur joueur des 2 côtés du terrain, c'est Giannis, en fait. Défensivement et offensivement, pour moi, c'est le meilleur two-way player de la ligue à l'heure actuelle et il y a enfin, je pense qu'on le prend vraiment trop pour acquis et Mmh. que s'il arrive à insuffler cette dynamique au sein de son effectif et qu'en plus de ça, tu as potentiellement le retour de Dame, je je donne un petit avantage sur les Bucks. Pour moi, c'est vraiment le facteur X, bah, on rentre là-dessus, tu vois? Le facteur X du côté de Milwaukee, en fait, ça va être la capacité de Giannis à mettre tout le monde dans son chemin, à faire monter tout le monde dans le train, à dire: «Les gars, vous inquiétez pas, moi je vais vous sortir les matchs en 30-15-15, il y a pas de souci. Si vous mettez vos shoots à côté et si vous me suivez, on peut faire tomber Indiana». La question, c'est ça, c'est est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Le C'est facteur l'avantage. X pour moi du côté de Milwaukee, tu as raison là, enfin Milwaukee, a toutes les raisons de croire en quelque chose et Giannis qui est revenu, ils ont l'effectif pour le faire, et Indiana fait pas peur à beaucoup de monde, je pense, hein, en théorie. Mais alors le facteur X comme joueur, parce que c'est leur facteur X de fin de saison, je trouve, et c'est un joueur dans lequel je misais pas un caramel, quand il est arrivé parce que pour les raisons extrasportives qu'on connaît, mais Kevin Porter Jr. m'a Et oui. bluffé totalement. Mmh. Il a l'air, apaisé, et on voit le talent brut qu'on avait vu un peu par le passé, tantôt à Cleveland, rapidement aux Clippers aussi. Donc s'ils ont en plus du Yanis, évidemment qu'Yanis il va faire ses stats et en théorie, qui va défendre, enfin qui va réussir à stopper Yanis? Ta question, elle est enfin ton affirmation, elle est Personne. logique. C'est inarrêtable, mais de toute façon, qui dans la ligue peut vraiment le gêner durablement? Ça, c'est pas le problème. Je pense que on l'a vu, Carlisle de temps en temps a réussi à trouver des solutions assez ingénieuses pour freiner les intérieurs costauds adverses. Tu vois, il l'avait fait sur Wembanyama à Paris, Miles Turner a fait des missions Ouais, incroyables sur lui, sur les matchs contre Jokic aussi, il y a eu des sur le papier, il y a pas le personnel, on est d'accord, ça là-dessus pour vraiment freiner, Antetokounmpo. Mais c'est pas lui qui me c'est vraiment les autres. c'est les Moi, je mets autres. au défi les autres. Il y a l'inconnu Lillard, il y a, tout ce qui est autour, les Kuzma, Kevin Porter. Ils ont de quoi faire, mais ça Mmh. reste assez hypothétique et tu veux que je te dise, ça peut très bien cette série, elle peut très bien se jouer sur, l'adresse sur la ligne de Yanis, bêtement. Ce qui Ouais, va pourquoi pas? ils vont lui faire des fautes, ils vont l'envoyer, ils vont le mettre au défi. J'ai l'impression que s'il met ses lancers, sur chaque fin de match, un peu serré, bah, ouais, Milwaukee l'emportera. Par contre, ça, OK. c'est pas une garantie Non, et tu as raison de dire qu'on tient Yanis pour acquis, qu'il est peut-être sous-estimé maintenant parce qu'il fait tout le temps les mêmes stats et que depuis le titre, ils ont eu du mal quand même collectivement. c'est clair. Je trouve qu'on sous-estime un peu aussi les Pacers. On sous-estime la qualité de Siakam comme deuxième lame de l'équipe. Haliburton, moi j'ai totalement acté le fait qu'il était en difficulté au début de saison, hein, mais jamais considéré comme une fraude. Pour moi, c'est le meilleur meneur, playmaker de la ligue. Voilà. OK. Alors il y a des matchs en playoff, il va peut-être se taper des matchs à 7 points, sans réussite, mais il va faire jouer l'équipe Mmh. et dans les gros moments, en général, quand c'est un peu chaud, je trouve qu'il est là. Et l'équipe autour, là, il y a Mathurin cette année. Ouais, Nembardella, il a aussi monté en compétences, on va dire, en expérience. Et tous les joueurs autour qui sont prêts à se sacrifier à faire des missions défensives, les Aaron Nesmith, l'éclosion offensive que tu évoquais d'Obi Toppin, qui est très, très intéressante. mmh. Ils ont aussi du monde, tu vois? Ouais. Je Voilà, je pense qu'eux aussi, il faut faire attention à pas les sous-estimer. Mais c'est pour ça que c'est la série la plus incertaine. Je peux voir absolument tous les scénarios. C'est-à-dire que je peux voir Yanis rouler sur les Pacers, leur mettre 4-0, 4-1 et en même temps, je peux imaginer les Pacers être tellement sûrs d'eux collectivement, contre une équipe qui est un peu instable avec un coach qui peut parfois basculer du côté obscur, de la force et me dire qu'Indiana va gagner facilement. Donc c'est très, très intéressant comme série. Allez, donne-moi ton prono. Je vais rester sur ma confiance dans le collectif des Pacers et je vais dire, 4-2 pour Indiana. 4 de Indiana. Et ben moi, je vois un deuxième match-7 dans ce premier tour de conférence Est et je Ah pense ouais, que les 4-3 tu vois? Ouais. ouais et je pense que les Bucks terminent à Indiana. Je pense que les Bucks terminent à Indiana parce que je pense que Damian Lillard sera de retour au match 3-4, qui va peut-être mettre 1 ou 2 matchs à se mettre en jambes, mais par contre, je pense que la fin de série tu vois, je vois bien un scénar où Indiana mène 3-2. Je vois bien un Mmh, scénar où Indiana mène 3-2 OK. et que Dame y revient, que énorme match 6 à Milwaukee, qu'ils se mettent en confiance et que, bah, derrière, le match 7, en fait, Giannis et Dame sont tellement dominants que
tu peux rien faire du côté des Pacers, en fait. Je vois J'essaye d'envisager un scénario comme ça, mais comme tu l'as dit, en fait, il y a 15 000 scénarios possibles dans cette série, et que je sais pas aussi en quel sens j'ai envie de voir, Milwaukee mener, je sais pas 3-1 et Doc Rivers dire, «Bah, ça y est, la série est terminée» et puis, les Bucks perdent 4-3, tu vois? Un truc un peu dégueulasse, ouais. Mais en tout cas, grosse série et puis ça va être intéressant à suivre, quoi, parce que tu l'as dit, les Bucks sont potentiellement voire les meilleurs joueurs de la série, en fonction de quand est-ce que Damian Lillard revient, mais le meilleur collectif globalement est du côté des Pacers. Donc ça va être très intéressant à suivre. On a fait un bon point sur la conférence Est. Si je ne dis pas de bêtises, le premier match de cette conférence Est est en plus un Bucks Pacers, à 19h. L'opening de ces playoffs 2025, c'est ce Bucks Pacers. Demain, on aura aussi, le Détroit New York à minuit. Donc 2 gros matchs en soirée d'ouverture. On va suivre ça de très près. Sur ce, mon Shai, je te dis à tout de suite. On se retrouve pour la conférence Ouest. N'hésitez pas aussi à nous donner vos avis sur ce qui va se passer dans ce premier tour de conférence Est. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao. Ciao.